Nombreux vous êtes à nous suivre dans cette émission Grande Tribune. On est sur deux sujets d'actualité. On va analyser les discours ou les propos de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. On va donc revenir sur ce qu'il a dit il y a quelques jours dans une émission qui est devenue un peu virale à travers la toile, parlant même des projets où des fonds se départagent déjà avant même que les projets commencent. L'entourage du président de la République est mauvais. On va également revenir également sur cette déclaration des principes. Beaucoup ont dénoncé, annonçant que le gouvernement la République était plutôt perdante, dont même on demandait c'est que finalement cet accord qui devra être signé en marge de cette déclaration de principes soit soumis au Parlement pour analyse et vote. Mesdames et messieurs, merci. Vous suivez Grande Tribune mercredi 7 mai 2025. Trois invités sur ce plateau. D'abord, ordre d'arrivée justement comme d'habitude, monsieur Thierry Moukile-Kele, journaliste, analyste des questions des leurs. Bonjour et bienvenue également, monsieur Thierry Moukile-Kele. Merci Dan. Je salue mes amis avec qui on a partagé d'autres plateaux. Oui. Je te laisse le soin de les présenter. Je salue les nombreux téléspectateurs, des nombreuses téléspectatrices qui suivent et qui aiment bien maintenant Tribune et qui souhaitent que tu puisses garder le nouvel élan, selon ce que moi j'ai entendu. Tribune donne maintenant l'image d'un espace où des intellectuels congolais et des intelligents viennent pour croiser les idées afin que le peuple, le public, même les autorités, puissent tirer des dividendes. Et moi, j'ai toujours aimé ce genre de plateau où on fait des échanges. Et j'ai quand même l'honneur de recevoir deux de tes invités. Je suis très souvent, avec qui on a partagé des plateaux. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça sera la demande que j'ai eue de nos amis. Et puis, il faut revenir avec Congo Buzz sur TikTok. TikTok, oui. Ouais, il faut vraiment parler avec la direction ou les gens de programme pour que les différentes émissions soient séquencées. Aujourd'hui, TikTok a la possibilité de 10 minutes ou de 30 minutes ou de 5 minutes. Donc, chaque fois que nous tournons une émission comme celle-ci, quand vous la lancez sur YouTube, que le régisseur puisse séquencer en 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes pour que les gens qui ne sont pas sur YouTube puissent quand même un peu suivre le cheminement des émissions. Alors, j'échute par notre province, du Haut-Katanga, et puis parler un peu du Grand Katanga. C'est que les choses vont en dents des scies. Et ces derniers temps, il y a un phénomène de poison qui gangrène la ville de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, même Kasumbalesa. Alors, ce phénomène, on ne comprend pas. Il y a une année exactement, au mois de mai, j'étais empoisonné. Et j'en ai parlé. Je crois que beaucoup de gens doutaient. Mais aujourd'hui, des jeunes frères, des fils à nos amis sont touchés par ce poison. Le bourgmestre Nathan Kazembe, le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, en est victime. Son père, il y a 2 ans, il en était victime, le gouverneur Jean-Claude Kazembe. Il y a un jeune cuisinier talentueux sur la ville, Jonathan Baraka, qui était victime. J'ai 2 de mes amis où nous soupçonnons la question des poisons. Alors nous sensibilisons toujours les autorités de ne pas négliger ce genre d'aspect de choses. Les services doivent être sensibilisés pour essayer de filer et de comprendre pourquoi on commence à empoisonner des gens si simplement et facilement et puis plus rien. Il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas de contrôle. C'est par rapport aux explications qu'on détecte qu'il s'agit d'empoisonnement. Et le ministre de l'Intérieur, nous l'avions supplié dans d'autres plateaux, nous voulons l'interpeller, le supplier sur le dossier des conflits fonciers
mais cette fois-là, dans son rayon d'action, parce que ça touche maintenant la sécurité entre les chefferies et des communes. Je parle justement de la ville d'Elikasi, où la commune accuse la chefferie des Bassanga sur une question des terres. Mais quand moi je suis descendu sur le terrain, je l'ai dit, c'est sur les terres du chef Pande que se trouve la ville d'Elikasi. Donc c'est impossible que le chef Pande puisse empiéter sur ces terres. C'est lui qui a cédé des terres à la ville, bien sûr à la commune. Donc c'est au ministre de l'Intérieur, parce qu'il est aussi en charge des affaires coutumières, de parler avec le chef Pande, de parler avec le chef Munongo, pour essayer, parce que vous savez, l'histoire des Mobondo, l'histoire de ceci, l'histoire de l'Est, tout commence par ce genre de conflit. Donc nous alertons l'autorité et le gouverneur pour qu'on fasse un peu cas à ce genre de situation dans le Haut-Katanga et aussi le Lualaba. Merci bien, Monsieur Thierry. Alors, Monsieur Eri Massimo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes, vous, de la société civile. Bien évidemment. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je crois aussi vous êtes en forme, ça se voit, Dan. Je crois que c'est le cas aussi pour mon aîné Thierry Mukelekele. Tout à fait. C'est le cas aussi pour Diana. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs dans le monde, surtout mes chers compatriotes qui sont dans la partie est du pays, victimes d'une agression injuste de la part d'un pays voisin, le Rwanda, dont on resterait toujours voisin jusqu'à la clôture des destins divins. Donc nous restons focus sur le dialogue pour qu'un compromis puisse être trouvé et que la paix revienne dans cette partie est du pays. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes, de nos membres de famille, des amis avec qui on était très proches quand on faisait un tour là-bas à Goma. Des mois après que la paix soit revenue, on ne sait pas quand on fera un tour à Goma, qui vont nous accueillir. Donc permettez-moi de faire aussi un clin d'œil par rapport à la ville de Kinshasa. C'est une ville qui nous est chère. Mais avoir l'état des infrastructures routières de la ville de Kinshasa, ça fait craindre, Dan. Regardez seulement, enfin je ne sais pas, aujourd'hui les journalistes ne font pas les descentes sur terrain pour récolter ne fût-ce que les faits sociaux, pour voir comment est-ce que les choses se déroulent sur le terrain. On n'a pas les images même dans les informations, dans vos chaînes de télé, sur le tas des routes. Les journalistes sont plus penchés ou attachés à des bureaux politiques. Du coup, le métier du journaliste se volatilise. Il faudrait récolter, voir l'état de nos routes. Flamboyant ici, derrière vous ici. Mais c'est déplorable. On ne peut pas rouler sur flamboyant. Flamboyant, ce n'est qu'une image d'autres infrastructures routières dans la ville de Kinshasa. Donc, nous implorons les autorités de la ville, il faut les implorer. Parce que l'argent dans lequel vous travaillez, c'est l'argent de nous contribuables congolais et quinoises et quinois. Nous contribuons pour notre ville. C'est l'argent du trésor. Alors, faites un effort de pouvoir travailler pour l'intérêt de notre ville. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Nous annonçons très bientôt une émission Grande Tribune spéciale Kinshasa. On va parler de tous les problèmes qui touchent la ville. Embouteillage, insalubrité, routes dégradées. On aura vraiment une émission spéciale sur la ville de Kinshasa. Elle est annoncée pour très bientôt. Et on espère avoir un répondant du côté de l'hôtel de ville pour que nous ne soyons pas une émission simplement de critiques. On aimerait avoir aussi quelqu'un qui vienne parler au nom de l'hôtel de ville. Ça nous fera, ça sera une émission équilibrée. Alors, Monsieur Maïgardi Diana, bonjour et bienvenue également dans Grande Tribune. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs que je retrouve aussi après un long moment. Et bonjour surtout à ceux qui nous suivent. Voilà ce que je peux dire. Merci bien. Alors, on va prendre la première thématique d'emblée. Ce sont ces déclarations de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, l'argentier national, celui-là que certains même qualifient de, entre guillemets, d'intouchable. On ne sait pas si cela est faux ou cela est vrai, on le vérifiera. Alors, M. Nicolas Kazadi, d'emblée, ce qui revient le plus, c'est la critique de l'entourage du président de la République. Le chef de l'État est effectivement
mal entouré. Quand on est mal entouré, la conséquence c'est que les décisions ne sont pas prises d'une certaine manière. Deuxièmement, c'est les fonds destinés au projet du gouvernement. Ces fonds sont d'emblée partagés avant même que les projets ne puissent être entamés. En réaction, l'ODEP salue la confession tardive de Nicolas Kazadi sous la mauvaise gouvernance du premier mandat de Félix Tshisekedi, auquel il a participé, estimant qu'il avait été davantage marqué par la jouissance que par le développement du pays. Selon l'ODEP, Nicolas Kazadi est l'auteur des paiements de la dette intérieure décotée à jusqu'à 70%, c'est-à-dire si l'État vous doit $1 million, il vous paie $300 000 et empoche 700 000. Il est l'homme des grands scandales, des surfacturations des coûts des projets, les centres financiers de Kinshasa, les projets forages et lampadaires, etc. En 2022, il y a eu 300 projets, dont 60 à la seule présidence de la République. 300 projets, dont 60 à la seule présidence de la République. Il y a également dénoncé le fait qu'il y a des agences qui sont budgétivores, mais dans l'action, il n'y a pas de résultats. Alors, M. Thierry Mukelekele, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette sortie médiatique de Nicolas Kazadi? Bien, si nous y allons déjà dans les conclusions, ça dit que nous allons bloquer notre travail de journaliste. Ça dit que nous n'allons pas conclure. Nous ouvrons maintenant les investigations, les recherches, pour comprendre ce que Nicolas Kazadi a dit. Mais ce qu'il a dit ne nous pousse pas déjà à tirer une certaine conclusion? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Nous risquons de bloquer réellement ce que j'ai dit, la découverte des vérités. Parce que lui n'a mis que... Comment? N'a mis que... il a pincé l'oreille du journaliste que nous sommes. Là, je parle d'abord en tant que communicateur social et journaliste d'investigation. Expert en communication sécuritaire. Parce que ce qu'il a dit, il y a la sécurité dedans. Ah bon? Oui. Vous allez l'expliquer? Oui, ça a touché à des aspects sécuritaires et qui ont déstabilisé certains réseaux. Et vous avez vu que Nicolas Kazadi est victime aujourd'hui des attaques de ses proches, de l'entourage même du chef de l'État encore, jusqu'à ce qu'on nous apprend que Nicolas Kazadi est rwandais. Donc, c'est pourquoi je vous dis que ça touche même à des aspects sécuritaires. Parce que ceux-là qui parlent de Nicolas Kazadi rwandais, ce sont d'abord ses frères des tribus qui l'encensaient autrefois. Alors ces mêmes frères des tribus reviennent pour dire que non, on s'était trompé, ce n'est pas notre frère. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Pas serré, un Rwandais. Un. Ils ont confirmé que Nicolas Kazadi est un Rwandais. Maintenant, qu'est-ce que nous, dans la communication, nous tirons de ce jeu de ping-pong? C'est que la cible est atteinte. La sortie de Nicolas Kazadi a touché la cible qui était cachée. Et c'est bénéfique pour le président de la République, d'abord en tant qu'institution, pour qu'il comprenne que le mal qu'il voyait n'était pas loin de lui. Le mal était tout autour de lui. Était ou est? Était tout autour de lui. Okay. Parce que si le mal est autour de lui, le président devait le voir. Ah, il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Et puis lui a dit que le chef est effectivement mal entouré. C'est ça. Lui-même, le chef, le chef, n'a pas encore vu ce mal. Mais à la sortie de Nicolas Kazadi, le chef devra voir ce mal. Son entourage. Il entendait, on lui parlait de l'entourage. Il y a eu certains éléments, mais ces éléments étaient négligeables. Nous tous, on savait que si vous êtes dans le réseau sécuritaire, on soupçonne tel de ne pas aider le président. Si vous êtes dans le réseau de la défense nationale, on soupçonne tel général. Et on en parle entre nous. Mais ce que Nicolas Kazadi a expliqué, il y a même des termes lingala qu'il a utilisés. Ils sont forts, expressifs. Oui. Mais qu'est-ce qui pousserait Nicolas Kazadi à sortir de
de sa torpeur, de sa tanière. C'est qu'il a fait des révélations qu'une personne qui est de son parti politique du président de la République, c'est qu'il a dit porte atteinte déjà à l'entourage du chef, par même au chef lui-même aussi. Tout à fait. Oui, mais qu'est-ce qui pousserait une personne comme Nicolas Kazadi, à qui le chef a accordé toute la confiance, allant même jusqu'à le défendre sur certains plateaux de télévision, à pouvoir déballer des choses comme ça? Il y a deux choses. Nicolas Kazadi, sûrement, dans l'entourage du chef, a été isolé. Déjà pendant un bon temps. Et pendant son isolement, le chef ne répond pas. Et pendant que le chef ne répond pas, Nicolas Kazadi se sent déjà être pris. En politique, il y a deux choses. Soit on vous fait monter, soit on fait descendre. On fait descendre. Et dans la descente, il y a la disparition ou autre chose. Alors lui, Nicolas Kazadi, quand il sort cette alerte, c'est parce qu'il n'a plus de sécurité. Dans les espaces des grands chefs, que ce soit le nôtre, au Congo-Brazza, partout, en Europe, aux États-Unis, il y a souvent des blocs qui se dessinent. Il y a un bloc qui est autour du chef, sur lequel le chef repose toute son intelligence. Et il y a un autre bloc qui est en dehors du chef, hein, des gros poissons qui ont l'argent, qui ont aidé le président, qui ont fait ceci, qui sont aussi des décideurs. Mais ici, chez nous, on a eu un problème. Les autres blocs ont été étouffés par un bloc très proche du président. C'est pourquoi vous avez vu les affaires Bifort, hein, les proches là du président, François Mwamba. Tous ces gens-là, ce sont les castes qui ont fait la guerre. Ce qui a manqué au président, c'est le cloisonnement. Le président n'a pas su cloisonner son entourage. Alors si nous rentrons à Nicolas Kazadi, se sentant éjecté ainsi, voyant le danger qui est arrivé à Bifort, à Vieux Fantomas, même à plusieurs généraux qui sont aujourd'hui en prison dans l'anonymat, il a compris qu'il fallait frapper fort. Excusez-moi. Oui, ce ras-le-bol est politico-sécuritaire. Mais d'abord, il a voulu se protéger. Il a touché le président. Mais c'est ça, c'est ça. Parce que le président lui a coupé contact. Ça a réveillé le président. Quand le président vous coupe contact, qui va vous protéger? Avant, il était dans un avion, il vous a dit qu'on m'a demandé que je descende. J'ai appelé, j'ai écrit. Et le président a réagi, quoique protocolairement, c'est violer la sûreté de l'État. Mais il vous a informé que moi, quand je mets les WhatsApp, le président me répond. Mais maintenant, quand vous l'écoutez, c'est-à-dire qu'on a coupé tout ça. Et il n'y a plus rien. Maintenant, Paulette Kimuntu, une professionnelle des médias, n'a rien fait de mal que tirer le verre du nez. Okay. Et Nicolas Kazadi, d'autres ont dit qu'il a utilisé ce plateau-là pour faire ça, mais pour un bon œil d'un journaliste communicateur, il vous dira que c'est Paulette Kimuntu qui a bien fait son travail de tirer le verre du nez de Nicolas Kazadi. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je chute juste 30 secondes, excusez-moi. Oui. Maintenant que Nicolas Kazadi a fait ses révélations, c'est au président d'en tirer bénéfice. Pas seulement, mais la justice aussi, de pouvoir peut-être ouvrir un dossier. Non, la justice aujourd'hui, elle est mise de côté, et elle sera mise de côté parce que la politique du chef de l'État est mise sur la balance. Si on entre dans la justice, le président va se coincer. Est-ce que Nicolas Kazadi, c'est Vital Kamerhe qui vous dira que je suis homme d'État, je suis obligé de garder ma langue dans la bouche? Vous avez déjà entendu Vital Kamerhe sortir des choses très crues et très graves comme ça? Il y a deux expériences. Donc il faut être souple politiquement maintenant que Nicolas Kazadi, que de le traiter des Rwandais et tout. Il faut gérer la situation politiquement. Il y a beaucoup de sous-entendus que, que vous ne dites pas, que je peux percevoir déjà à travers votre échange, mais on ne va pas aller jusque-là. On a compris.
Alors, monsieur Herima Simbo, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce que monsieur Kazadi a dit au micro de madame Kimoto? Monsieur Nicolas Kazadi. Qui est Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi est un ancien ambassadeur itinéraire du chef de l'État, un ami proche de lui et un ami de la famille Tshisekedi. Nicolas Kazadi, propulsé ministre des Finances. Il faut le dire, il était ministre des Finances tout puissant. Parce que tous les boulevards étaient grandement ouverts pour lui. Monsieur Nicolas Kazadi, ministre, accusé des dossiers forage lampadaire. On parle même du centre financier. Nicolas Kazadi, centre financier, lui-même il avait reconnu que ce sont des projets que lui avait portés, et aussi Arena. Nicolas Kazadi, chassé du ministère des Finances. Chassé? Chassé du ministère des Finances. Nicolas Kazadi bascule dans l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est député à l'Assemblée nationale, élu de Luisa. Donc, il sort aussi de la même province que le chef de l'État. Nicolas Kazadi, homme d'État ou politicien. Je ne saurais dire que c'est un homme d'État, parce que l'interview qu'il a donnée, c'est l'interview d'un politicien qui est à la recherche du pouvoir à tout prix. Parce qu'un homme d'État écrit ses mémoires. Un homme d'État ne peut pas se révéler un bon matin pour déballer ses secrets, ses frustrations à la place publique. Robert Bourgic, Robert Bourgic. Il a fait aussi presque les mêmes... Non, c'était à l'issue d'un livre qu'il avait publié, ses mémoires. Et c'est à l'issue de la publication de son livre qu'il a été invité pour un commentaire par rapport à sa publication. Ce n'était pas lors d'une interview qu'il avait donnée. Nicolas Kazadi s'illustre dans le même attitude que François Bisselé. C'est à peu près la même chose avec Bifort. Donc Nicolas Kazadi, l'interview qu'il donne, on partage l'argent et après on raisonne sur le projet. Mais ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Il vient de dévoiler à la place publique ce qu'on soupçonnait, on supposait soupçonner de ce qui se faisait dans l'entourage du chef de l'État. Et là, ça nous réconforte par rapport au sondage que nous en avait fait au deuxième trimestre de l'année 2024 par rapport à l'entourage du chef de l'État, dont on vous avait démontré clairement que 60% de l'entourage proche du chef de l'État et des membres du gouvernement ne sont pas prêts à pouvoir travailler avec le chef de l'État pour la matérialisation de sa vision et de son programme. D'accord? Et 35% étaient prêts, mais ils n'avaient pas une volonté manifeste de pouvoir le faire. Ce n'est que 15% de son entourage et des membres du gouvernement dans l'ensemble qui étaient prêts à pouvoir travailler avec lui pour l'implémentation de sa vision et de son programme. Il a encouragé, il a félicité ou il a découragé dans ce qu'il a dit là? Bon, en tant qu'homme d'État, c'est à décourager. Un homme d'État ne peut pas étaler la vérité comme ça au grand jour. Mais il ne peut que le faire en recours de la plume. D'accord? Il faudrait écrire ses mémoires pour dire voilà. Mais là, il ne dit pas, après d'avoir dit tout ce qu'il a dit, mais il n'a pas suggéré des perspectives, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que lui il propose pour remédier à la situation. Il ne nous a pas dit tout ce qui se faisait tout autour, comme M. Thierry vient de le dire. Donc, il n'a que dit le peu de la majorité. Donc, on peut l'estimer à 3% sur les 100% de ce qu'ils connaissent, ce qui se passe dans l'entourage de l'État. Donc, mais ça ne tombe pas bien. Ça ne tombe pas au bon moment. Pourquoi? Ça tombe au moment où il y a des négociations en cours sur les accords sécurité et minéraux. Et puis, par rapport à l'accord qui doit être conclu entre l'AFC
et le gouvernement congolais. Donc c'est là, ça met encore beaucoup de questions dans la tête des négociateurs ou des médiateurs ou des facilitateurs américains qui doivent conclure les accords avec l'État congolais sur le leadership du président de la République pour pouvoir encore mettre du sérieux et plus de rigueur, plus de conditionnalité par rapport aux accords qui vont être conclus. Parce que là, il vient de dire tout simplement qu'il n'y a pas du sérieux dans le régime. Et d'accord, et quand il dit ça, il met en mal le pouvoir en place, il met en mal le président de la République, il met en mal toute une nation, il met en mal tous les projets, toutes les perspectives que le chef d'État avait pour pouvoir projeter les accords avec d'autres pays. Pour vous dire que tous les accords on va conclure avec vous, ces régimes vont conclure avec vous, ça va se solder par l'échec. Voyez-vous, c'est qu'on ne veut pas dire, c'est juste ça. Donc, monsieur Nicolas Kazadi, il ne peut pas se dédouaner de tout ce qui s'est fait. Depuis longtemps, pourquoi il n'avait pas dit cela? Pourquoi il n'était pas sorti du bateau? Pourquoi il veut le faire seulement maintenant? Est-ce que c'est le résultat des non-satiétés? Est-ce que c'est le résultat de la frustration? Est-ce que c'est le résultat des promesses non tenues vis-à-vis à son égard? Ou c'est quoi? Parce qu'on a vu le chef de l'État être au premier plan pour pouvoir défendre Nicolas Kazadi. C'est ce qu'entre amis, on peut faire. Il est ami au chef. Mais il est ami au chef. On l'a vu dans certaines audiences où le chef de l'État entrait, tout le monde se mettait debout, mais lui, il était assis. D'accord, protocolairement, c'est une erreur. Ça doit être sanctionné, mais ça n'a pas été fait. Merci. D'accord, donc, à ces jours, ok, le chef de l'État, lui, dont le chef d'État avait défendu. Vous-même l'aviez dit sur certains plateaux pour dire que c'est un père de la famille, c'est quelqu'un qui a travaillé pour le pays, il va être protégé, il mérite le respect. Mais en retour, il devrait rendre l'ascenseur au régime, à son parti. N'oublions pas que c'est un cadre de l'IDPS. Il devrait rendre l'ascenseur au président de la République, surtout au moment où, à cet instant, les situations dans lesquelles le pays est en train de traverser, nous traversons des zones de turbulence. Donc il devait garder son sang-froid pour pouvoir soit écrire ou s'adresser personnellement au chef de l'État pour pouvoir lui dire ce qui se passe dans son entourage et les raisons pour lesquelles lui il est frustré. Mais il ne devrait pas les déballer à la place publique et sur le plateau d'une journaliste qui a une éditoriale qui ne plaît pas au pouvoir. Donc en fait, ça attire beaucoup d'attention par rapport à cette interview de Nicolas Kazadi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Eri Massimbo. Je donne la parole également à monsieur Diana. Une confession. Est-ce que monsieur Kazadi, selon vous, a-t-il fait une confession de tout ce qu'il y a comme gabégie dans la gestion de la chose publique? Une confession, je ne pense pas. C'est pas une confession, ça. C'est quoi? Prenons les choses dans le contexte. Je crois qu'il y a déjà eu une hypothèse sur le pourquoi de cette communication qui a été donnée. Je vais vous en donner une autre. Quand vous voulez comprendre le sens d'une communication politique, étudiez le temps, le contexte, le message. Nicolas Kazadi choisit une journaliste proche de l'opposition. Cette émission n'était pas en direct. Le cadre, ça veut dire c'est le salon soit du bureau, soit de la maison. Ça veut dire que si jamais il y avait eu erreur, il y a eu l'opportunité de corriger chaque mot et chaque langage. Ça veut dire que les mots ont été minutieusement choisis. Est-ce que Nicolas Kazadi était dans cette approche anxiogène que l'homme politique aime utiliser? Au-delà du fait qu'aujourd'hui il se sentant coincé, parce que Nicolas Kazadi fait partie de cette nouvelle classe politique qui, au-delà de la zone d'influence interne, n'en a pas de l'extérieur. Il y a une catégorie des politiques aujourd'hui, quand vous voulez toucher, vous verrez qu'ils deviennent les archétypes de la vie politique publique, où vous aurez de la pression internationale, vous aurez les appels de gauche à droite. Ce n'est pas le cas pour Nicolas Kazadi. Il est intégralement dépendant de la dynamique interne. Parce que c'est une nouvelle tête dans la classe politique congolaise et qui, malheureusement, est un élément fabriqué par le pouvoir. On est dans un contexte où les choses veulent changer. Au-delà du fait qu'il veut se protéger il veut anticiper les choses par crainte de représailles, il est aussi possible qu'il soit dans
le prisme des politiques congolais, faire chanter par les déclarations politiques. Se sentant isolé ou encore mis de côté, devenu un élément gênant, il ne faut pas que tu t'affiches avec le chef, regarde ta notoriété. Pourtant, l'homme estime qu'il a œuvré quand même à établir, si pas les poches, si pas le porte-monnaie, mais également les comptes bancaires de la plupart des cadres du pouvoir. Donc, il s'est dit, laissez-moi finir, il s'est dit, je ne peux pas payer tout seul pour ce qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ben, bouffer l'argent de la République, c'est ce qu'il disait, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il utilise le moyen que le Congolais connaisse le mieux, le chantage. Comme ça, quand cela va faire le buzz, il engagera l'opinion publique, on le rappellera soit pour le calmer, soit pour le récompenser d'une autre manière, soit pour répondre à ses désidérata. En conclusion, par rapport à ce que vous dites, Nicolas Kazadi... Je n'ai pas senti les temps de quelqu'un qui avait peur, je ne l'ai pas senti. J'ai senti plutôt le temps de quelqu'un qui était un peu plus suffisant. Fort peut-être de ses relations et de ses ancrages dans le pouvoir. C'est quelqu'un qui est venu parler pour dire on a bâti ce pouvoir, il est trop facile de me mettre des côtés comme ça. Donc là, je pose le premier bas. Si vous ne voulez pas que j'aille un peu plus loin, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Ça ressemble à du chantage. Envers qui? Ben, envers le pouvoir, avec le chef de l'État particulièrement. La personne du... Non, mais il ne s'est pas gêné de citer le nom du chef de l'État. Il ne s'est pas gêné. Il a fait avec beaucoup d'aisance et beaucoup de légèreté, des facilités. Mais quand on s'attaque comme ça, où on place le nom du chef de l'État publiquement comme cela, ça veut dire quelque part on a des garanties. Je vous ai dit ici que c'est quelqu'un qui est nourri par le mamelle du pouvoir. Je vais faire de l'indiscrétion, parce que la plupart des gens qui l'ont côtoyé disent que c'est quelqu'un qui a des très bonnes grâces de la maman. Ça vous paraît très léger, mais c'est ce qui se dit. Au-delà du fait que certains estiment, on le traite de Rwandais, mais certains estimeraient qu'il serait de la famille proche. Très proche. De la famille? Oui. Maintenant, la question, c'est que je me sentirais gêné de prendre le contexte, l'amicalité, la fraternité, la familiarité pour le mettre dans les questions de la République. Mais sa posture nous prouve que c'est le cas. Il ne faudra pas oublier. Interrogeons l'opportunité. C'est quoi l'opportunité? Nicolas Kazadi sait qu'aujourd'hui, dans le perspective aujourd'hui, c'est de pouvoir refonder un nouveau gouvernement, des technocrates, parce que c'est un élément de gage dans le New Deal avec les États-Unis. La question de la gouvernance est une question intransigeante, il faut améliorer à ces niveaux-là. Je ne veux pas être indiscret, mais les dernières réunions de tête-à-tête qui se sont tenues à Washington avec les délégations congolaises, il y a eu des révélations. Ces gens-là étaient informés de savoir qui a pris combien, qui a pris quoi, qui a fait ça. Et donc, parmi les exigences, on n'injecte pas de l'argent parce que, selon les indiscrétions, les sources que j'ai, déjà pour le projet de développement, les États-Unis auraient déjà mis de côté 5 milliards pour les premières phases d'investissement. Ils ne jettent pas de l'argent pour être dilapidés par les gens. Donc, quelque part... Donc, aujourd'hui, il s'entend qu'il y a des enjeux. L'homme veut jouer également sa carte. Il veut revenir à la scène. Parce que, à la limite, ça c'est moi qui pense, il ne veut pas rester sur une mauvaise note. Il a posé quelques bases qui servent aujourd'hui de lit à celui qui est actuellement. Il ne faudra pas oublier, on a conclu la 6e revue avec le Fonds monétaire international. À 80%, c'est le travail de Nicolas Kazadi. Il a commis des bourdes après qui ont fini par ternir son image. Et il est peut-être possible, de par l'ambition politique, l'homme veut revenir pour redorer son blason. Et comme il sait qu'il y a une tache d'huile sur son image, il faut faire un passage en force. Il faut contraindre le pouvoir à faire de lui un potentiel candidat pour les prochaines compositions. C'est ça l'objectif. Ça me paraît tout clair, parce que vous savez, quand quelqu'un parle pour des raisons sécuritaires, vous sentez la peur, vous sentez la gêne, et vous sentez beaucoup de sous-entendus. Nicolas Kazadi n'a pas mis des gants. Il a utilisé un langage aussi simple et aussi direct pour des questions que, même pour des raisons d'effet effet placebo, même pour des raisons d'effet retour, beaucoup auraient peur de dire. Mais lui, il a osé. Il a dit, il s'en gêne. Et il était dans un style où, que cela entache également mon image, j'en ai rien à faire.
Je veux juste vous rappeler que j'ai quand même fait quelque chose et que je droit au chapitre dans ce pouvoir. Est-ce que vous partagez le point de vue de l'ODEP qui dit que c'est l'homme des grands scandales, des surfacturations des coûts des projets? Est-ce que vous êtes d'avis? Avis avec l'ODEP, mais je crois que s'il faut interroger les faits aujourd'hui, je pense que rien que pour le deuxième mandat, encore le premier mandat, le deuxième mandat, je connais peut-être pas qui rivalise, qui boxe dans sa catégorie. À la limite, le procès son jour, mais encore là, il y a beaucoup des faits contestables. Je ne dis pas que l'ensemble du procès, mais il y a des faits dans le chiffre à gauche, à droite, il y a des éléments contestables. Mais en dehors de ça, je ne vois pas quelqu'un qui boxe dans la catégorie du scandale de Nicolas Kazadi, je ne vois pas. Que l'ODEP le dise comme ça, l'ODEP, je comprends la posture, je comprends l'orientation de la communication de l'ODEP, mais dans le fond, le problème n'est pas tant à ces niveaux-là. Parce que moi, je suis de ceux qui estiment que quand il s'agit de questions de la République, on est ministre des Finances, certes, on a beaucoup de pouvoir, mais on n'est pas seul dans la chaîne. S'il était capable de faire des choses à ces niveaux-là, parfois de contourner le circuit de paiement pour aller interférer directement au comptable général au niveau de la Banque centrale pour décaisser de l'argent, ça veut dire qu'il a eu le soutien d'un pouvoir supra. C'est les genres de pouvoirs qui sont dévolus au chef de l'État et au chef de l'exécutif. Mais s'il a fait soit ils étaient naïfs, soit ils étaient complices. Et donc, à ces niveaux-là, je pense que, mais pour des raisons de responsabilité directe, c'était lui l'ordonnancier, c'est lui qui l'a tiré bien profit. Il aurait tiré bien profit de ça parce qu'il n'y a pas un procès le condamnant de manière directe. Je préfère rester dans le fait à ces niveaux-là. Et donc, pour moi, voilà la posture de l'homme. Et il a bien choisi ce mot. Et il savait que ça devrait faire buzz comme ça. Il sait que de l'autre côté, on a tendance à réagir dans chaque communication anxiogène qui fait peur parce qu'on est dans l'idée de protéger. Il a aussi saisi la sensibilité de la période. On a besoin de vendre une image positive, surtout vis-à-vis des partenaires qui sont intentionnels dans le détail. Comme ça, on dit, si vous ne voulez pas que je salisse votre image, un peu comme tout le Congolais, regardez-moi convenablement. Merci bien, monsieur Mike Gardidiana, pour cette analyse. Merci, messieurs, pour ce premier tour de table. Mais je chutais, il y a la Banque centrale qui devait lui revenir. Malheureusement. Ça, ce sont des rumeurs. Hein. Il y a la Banque centrale qui devait lui revenir. Malheureusement, il s'est retrouvé rejeté au Parlement. Et voilà. Donc, nous fermons un peu la parenthèse. les parenthèses. Mais est-ce que vous comprenez le silence, que ce soit de la présidence, du gouvernement ou encore de la justice? Est-ce que vous comprenez le silence de toutes ces institutions? La justice ne fera rien. Quand tu suis très bien Diana, il est plus clair que moi. La justice ne fera rien. La politique doit jouer. Il faut reconsidérer Nicolas Kazadi sur le terrain de jeu. Regardez même ceux-là qui vont à Doha. Regardez ceux-là qui vont aux États-Unis. Ils n'ont rien à voir avec ceux-là qui ont construit ce pouvoir. Nicolas Kazadi, c'est la série 24 chrono. Nous ne sommes qu'à la première heure de la toute première saison. Il faut 24 heures de la première saison. L'entourage du président a un sérieux problème. Le chef de l'État doit se réveiller. Lui, il a fait plusieurs tribunes. Il poste sur TikTok. Je le lis très souvent. Est-ce qu'à la présidence, on a l'habitude de lire ce genre de tribunes? Rien que dans ce qu'il fait, lui, Diana. Dans ces tribunes, les alertes qu'il sonne. C'est là où la sécurité devait jouer. Parce que le rôle de la sécurité, c'est quoi? Rechercher ce qui peut aider le pouvoir à se maintenir. C'est ça le rôle de la sécurité. La sécurité n'est pas là pour traquer Pius Romain Roland, pour traquer Lokala, pour traquer Mukelekele, pour traquer Diana, pour traquer vous, pour traquer Dan. Bon, toi, on ne t'a jamais traqué. Tu ne seras pas traqué. Voilà. Ne dites pas ça. Alors, donc, nous demandons au président de la République de réorganiser sa, comment on appelle, l'antichambre. Il y a sa chambre et il y a l'antichambre. Où il y a des choses que même ceux-là qui sont devant le parvis ne peuvent pas savoir. Parce que l'erreur du président, c'est quoi? Ce qui s'est dit dans l'antichambre
c'est connu dans le peuple. Et ce sont les gens qui sont au parvis qui commencent à dire que non, nous avons entendu que le président va faire ça, ça, ça. Vous comprenez? Là, il y a déjà un problème. Alors, les gens qui étaient dans l'antichambre, Nicolas Kazadi, il faisait partie. Mais maintenant, il n'est même plus au parvis. Il est dans la masse, on l'a jeté dans la population. Alors, il a fait le... Comment on appelle le gars là qui est monté dans l'arbre quand Jésus passait? Voilà. Ça dit que politiquement, s'il vous plaît, oui, le président doit écouter politiquement. Qu'on ne l'induise pas en erreur comme on l'a fait dans l'histoire de Kabila, sur Moïse Katumbi, sur certains opposants. Oui. Au lieu que le président ait une oreille politique, on l'a amené sur un terrain très glissant et très compliqué. Très glissant et très compliqué. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Oui, rapidement. Direct à la question que tu as posée, et pourquoi ce silence? Le silence, un peu de partout. Hein, un peu de partout, oui, parce que je crois que, soit par ignorance, soit aussi, ils ont compris, il y aurait un véritable danger de pouvoir engager une discussion dans la communication de Nicolas Kazadi. Ça serait très dangereux. Parce que, qu'est-ce que Nicolas Kazadi a fait? Nicolas Kazadi a fait ce que l'on appelle en communication le déplacement du sujet. Quand il arrive, il vous parle, vous verrez que focus, les gens se disent, les 53 structures créées en moins de 3 ans, en fait, il jette la responsabilité de l'échec et du chaos du côté pouvoir. C'est-à-dire que s'il faut être dans la réaction, ça sera de la justification sur un élément qui est déjà dans la mentalité des Congolais. Pour le Congolais, c'est comme ça que ça se passe, et lui ne vient qu'apporter de l'affirmation sur une orientation publique que chaque Congolais pensait depuis un moment. Donc ici, si jamais ils commettent la bêtise de venir répondre avec un peu comme ils le font sur les réseaux sociaux rwandais, les questions alambiquées, des attaques ad hominem, c'est s'enfoncer. À ces niveaux-là, la réponse est beaucoup plus stratégique et moins verbale que ce qu'il fait. Et au-delà de ça, la meilleure des choses aussi à faire, c'est d'éviter la judiciarisation. Éviter la judiciarisation de ce qu'il dit. La conséquence, c'est que si on va en justice... La conséquence, c'est que il a tellement les secrets de Dieu, il a tellement de choses, il a prouvé que politiquement, il n'est pas assez mature. Il risque d'engendrer une implosion interne, surtout pas le moment. La sensibilité, mais vous savez, dans certains contextes, il est parfois préférable d'avoir la raison, et il est préférable d'avoir la paix qu'avoir raison. Merci bien. Un petit mot. Mais oui. Sûrement, je crois que toutes les analyses se valent, mais il faudrait voir aussi si la justice, avant, la justice avait voulu tenter un procès avec lampadaire, forage, tout ça. Mais c'est le chef de l'État lui-même qui avait intervenu. Il a été blanchi par lui-même. Non, et lui-même l'avait blanchi. Et aujourd'hui, la justice ne peut pas actionner une action deux fois sans que la hiérarchie puisse donner un go. Ça veut dire que la justice n'est pas indépendante. Dans l'attentisme, tout le monde regarde ses propres décisions. Tout à fait. Tout le monde est dans l'attentisme. Avec une influence politique. Mais maintenant, le problème, c'est que quelle est cette jurisprudence que vous allez utiliser pour rouvrir une affaire et se dédire vous-même? Non, pas simplement, il a parlé de... Maintenant, il faut aller sur les enquêtes sur lesquelles les révélations qu'elle a fait prouver. Mais généralement, ça, c'est la phase d'instruction. On sait comment ça se passe. Ça, on va politiser maintenant les dossiers. Donc, ça se passe calmement et puis voilà. Quand on fait sortir au bord de l'avion, qui fait un message WhatsApp au chef de l'État, d'accord, et le chef de l'État réagit et on ne le débarque pas. Donc, en fait, peu importe ce qu'il dit aujourd'hui, à ces jours, donc le chef d'État lui-même doit tirer les conséquences de tout ce qu'il a eu, de toutes les opportunités en fait qu'il a donné à certains visages de son entourage. Donc aujourd'hui, il doit se ressaisir. Il doit vraiment se ressaisir parce que, pas seulement ça, voyez-vous, cher Dan, beaucoup de révélations que Pierrot faisait. Qui est Pierrot? Pierrot Loire. Voilà, Pierrot Loire a fait à l'époque. Mais après le remaniement de l'entourage du chef de l'État, un petit remaniement qui s'est fait ici, du coup, Pierrot ne fait pas des révélations. Ses caméras sont tombées en panne. Donc pour dire que les mal se trouvent dans le camp, plutôt qu'en dehors du camp. D'accord?
Les mains se trouvent dans les camps. Nous avons vu comment est-ce que Bifor Bisséné avait fragilisé les régimes. D'accord? Quand il fait des déclarations, il dit voilà, le président m'avait envoyé pour dire au président Kagame, nous on a les minéraux, vous avez l'agenda, et vous pouvez contacter les investisseurs que vous voulez, comme ça on va faire les affaires ensemble. Est-ce qu'un ambassadeur itinérant, un conseiller proche du président de la République ne peut pas dire ça? Le président de la République, il représente l'État, il représente les Léviathans, M. Dan. Les Léviathans, c'est un monstre qu'on ne peut pas saisir. Mais quand tout le monde commence à s'approcher du Léviathan, pour saisir les Léviathans, dire voilà, moi je connais les Léviathans, ça devient un danger. Ça devient un danger. Pas seulement pour lui en tant qu'individu, mais pour lui en tant qu'institution et pour la nation. Merci beaucoup. Je pense que ça va tomber dans des bonnes oreilles. Hein. Certainement, le chef lui-même peut nous suivre ou ses services pour relayer l'information. Rapidement, en une parole, un tour de table pour finir. Hein. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Déclaration des principes. Les opposants sont les premiers à sauter dessus pour dénoncer le bradage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a, lui, fait une déclaration de réplique pour dire jamais, au grand jamais, je ne braderai les ressources de la République. Alors, la question maintenant, c'est celle de savoir, est-ce que réellement la République démocratique du Congo s'est faite piéger? Ou la RDC, elle est perdante dans cette signature de déclaration de principe qui précède justement un accord qui est censé être signé dans quelques semaines, dans les prochaines semaines. Alors, je donne la parole d'abord à M. Thierry Mukelekele. C'est votre aussi dernier tour de table. Hein, Déjà. Oui, on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Alors, quelle est votre lecture? La République démocratique du Congo gagnante ou perdante? Bon, nous n'avons pas besoin de passer par des chemins compliqués, des chemins épineux pour exercer notre pouvoir et nos droits en tant que peuple et en tant qu'une nation. Je n'ai pas été d'accord avec ces déclarations des principes. Parce que nous sommes à Goma. Oui. Le président signe, je crois, 13 protocoles d'accord avec son homologue Kagame. Ça, c'est entre lui et Kagame, parce que le Parlement n'était pas associé. Je ne sais pas si le Parlement rwandais était associé. Qu'est-ce qui se passe? Paul Kagame doit nous construire plus de 3000 maisons chez nous. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on veut donner autant de terres aux Rwandais? Ça crée des remous-ménages. Vous vous souvenez? Il n'y avait même pas encore la prise de Bunagana. Il n'y avait rien. Et les M23 sillonnaient à Kinshasa dans la paix, d'autres qui étaient emprisonnés ont été libérés, logés ici à Memling, et voilà. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui qu'on ne pouvait pas réparer directement avec Kagame pour qu'on aille aux États-Unis afin qu'on nous réimpose ce que nous avons déjà signé avec Kagame? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a seulement un appui d'un papa grand-père qui était propriétaire de toutes les terres que nous occupons aujourd'hui et qu'on lui a dit que non, notre souveraineté, et que le papa a accepté le grand-père et le papa appelle le grand-père pour dire que non, les petits-fils se battent, il faudrait les appeler pour qu'ils respectent nos terres là. Donc, sans vous couper, vous voulez dire que ce que le président avait signé avec son homologue et la déclaration des principes signée à Washington, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose et ça devient plus grave. À quel niveau? Parce que le président ne saura pas faire à Kagame et faire aux États-Unis ce qu'il a fait à Kagame. C'est le président qui a rompu avec Kagame sur les 13 fameux accords. Est-ce qu'il va rompre encore avec les États-Unis s'il signait? Mais l'accord n'est même pas encore connu. Ça, c'est juste les bases d'un accord à venir. Ces bases, lisez les 13 protocoles d'accord entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Allez à Rasenko, eux, ils en ont déjà.
Allez chercher ça à la Cinco. Peut-être qu'ils ont déjà mis ça sur leur site. Il existe des accords, 13 protocoles d'accord entre le président Tshisekedi et le président Kagame, et notamment Rwandair faisait partie de ces accords, et certaines possibilités de ces constructions-là, des maisons et tout et tout. Et Rwandair ne devait pas s'arrêter qu'à Goma. Rwandair devait aller s'installer dans le Kasaï, dans le Katanga. Le Rwandair devait s'éparpiller. Il y a des accords, un protocole ou des protocoles qui existent. Alors, aux États-Unis, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce que les Américains, ce sont des imposteurs. S'ils arrivaient à arracher ça, ils vont s'imposer. Et puis quoi? Ce n'est pas le gouvernement américain, qui rentre dans le cadre de comment est-ce qu'on appelle dans le cadre d'un partenariat gouvernement américain, gouvernement congolais. Ce sont des patrons américains qui ont des moyens, qui ont déjà investi au Rwanda, et sur qui le bruit est tellement arrivé, ils estiment que, bon, pour calmer le jeu, nous pouvons créer un semblant d'investissement au Congo. Et parmi ces patrons, il y a Eric Prince, qui est un patron dans le réseau de sécurité. Il a une firme privée. Au Rwanda? Non, non. Aux États-Unis. C'est un grand patron qui a des milices privées. C'est chez nous, ici, on considère mal les milices. Mais aux États-Unis, les milices sont reconnues par le gouvernement, et il y a des patrons qui ont leurs propres petites armées que le gouvernement peut utiliser. C'est dans ce cadre-là, Eric Prince viendrait sécuriser les biens de ces investisseurs, en guillemets, ces patrons américains qui traverseraient chez nous. Mais il y a des choses, on nous dit que nous allons travailler ensemble, telles que le tourisme. Mais nous avons toujours travaillé ensemble dans le secteur touristique. Sauf que plusieurs argent va au Rwanda. Qu'auriez-vous aimé voir à la place de cette déclaration de principe? Qu'auriez-vous aimé voir? Bon. Qu'est-ce qui serait idéal pour la RDC? Le président doit parler avec le coordonnateur de l'AFC directement. Et comme le M23 avait ses revendications avant d'accompagner l'AFC, le président devra aussi discuter avec le patron M23. Ça va résoudre carrément tout le problème. Ça va résoudre tout le problème. Les 300 groupes armés. Ça va résoudre tout le problème. Ça va résoudre tout le problème. Aller aux États-Unis, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Aller à Doha, c'est une perte de temps. Il y a un gouverneur militaire qu'on a nommé après Chirimwami qui n'est pas loin des Goma. Et qui se voit souvent avec les gens des Goma. Ça dit que le chef de l'État peut faire ce qu'en communication sécuritaire nous appelons le cloisonnement. Mais est-ce qu'on peut faire marche arrière, puisqu'on a signé cette déclaration? Parler avec Corneille Nangaa, ce n'est pas faire marche arrière. Non, nous avons déjà... On peut enjamber. Par rapport à ça. Ça peut continuer, mais on peut enjamber. Parce que si le président a un accord de principe direct avec Corneille Nangaa, avec le M23, ça lui faciliterait de discuter tout ça. Parce que là où il sera bloqué là-bas, c'est quand Kagame lui démontrera ou démontrera aux Américains que je ne suis pas sur le sol congolais, Bissima n'est pas rwandais, Nangaa n'est pas rwandais, Makenga ne sont pas des rwandais. Quand on va vérifier, on trouvera que ces gens-là ne sont pas des rwandais. Les Américains feront comme à Doha, est-ce qu'on peut appeler encore M23 pour parler? Donc, le président peut enjamber. En entendant, le président doit arrêter de dire que Kabila est le patron du M23. En arrêtant de dire ça. Il doit arrêter parce que... les preuves qu'il détient et lui... Quelles sont ces preuves? Et Jean-Pierre Bemba... Alors, quelles sont ces preuves? Quelles sont ces preuves, je termine par là, à l'appui, qui font que vous savez que c'est Kabila qui est patron du M23, mais vous traitez avec ses subalternes. Ça dit qu'à un moment, Kabila peut dire à ses subalternes que arrêtez. Ça dit que si vous continuez à considérer les subalternes de Kabila, donc Kabila n'est pas... Mais il a été à Goma.
Il a été à Goma. Non, ça, ce sont sur les réseaux sociaux. Barnabé Kikaya. Ce sont sur les réseaux sociaux. Barnabé Kikaya, c'est un proche de Kabila. Ce sont sur les réseaux sociaux. Il est toujours avec lui. La sécurité des autres pays, mes amis vont me compléter, la sécurité des autres pays ne peuvent pas être mise en mal. Parce que quand Kabila doit se déplacer, partout où il est passé, les pays doivent savoir. Donc le Congo accuse de complicité tous les pays SADC, les pays de l'EAC, contre le gouvernement. Parce que ce sont eux qui gèrent la rébellion de Kabila au niveau de la SADC. Ce sont des accusations fortes. Merci Donc beaucoup. il faut être prudent quand nous devons parler sur des questions géostratégiques sécuritaires. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Eri Massimo, votre analyse de cette déclaration de principe. Est-ce que la RDC est perdante ou la RDC, elle a fait un bon coup avec ça, en signant ça? Bon, d'abord, nous allons signer ça en tant que de vaincus. Ok. Parce que l'arsenal militaire qui a été déployé à Goma et à Bukavu, c'était pour protéger la ville, que la ville ne tombe pas entre les mains de ses envahisseurs rwandais. Malgré cela, la nation a été trahie et la ville était tombée, et jusqu'à ce jour, la ville est entre les mains de ses envahisseurs. Ce n'est que la ville de Goma, en premier lieu. En deuxième lieu, c'était la ville de Bukavu. D'ailleurs, la ville de Bukavu est tombée sans coup de balle. Donc, les entités que nous protégeons, dont on évitait que ça puisse tomber entre les mains des envahisseurs, ces entités-là sont tombées et sont jusqu'à ce jour sous contrôle des envahisseurs et qui gèrent ces entités-là. Et quand nous allons dans ces accords, nous n'allons pas dans une position de force. Nous allons là-bas dans une position de faiblesse. Mais toujours qu'on peut bien négocier aussi. D'accord. Là où ça me va, ces accords-là, c'est là où on reconnaît la souveraineté de la RDC. D'accord. Avec tous les sous-points qu'il y a. C'est là où on reconnaît l'intégrité territoriale de la RDC. En cela, là, on brise un peu l'élan expansionniste, voilà, de Kigali. D'accord. Et quand on reconnaît la souveraineté de la RDC, c'est-à-dire aussi on reconnaît la RDC en tant que pays qui a ses droits et ses devoirs, qui a ses obligations, qui peut accepter de conclure l'accord avec X et refuser l'accord avec Y. D'accord? Donc c'est un pays qui a les choix sur la scène internationale, qui a un mot à placer. Deux grands points essentiels pour moi, c'était ça. Au moment où on a reconnu notre souveraineté, on a reconnu l'intégrité territoriale de nos territoires. Là, ça me va. Mais il y a le point où on parle des réfugiés, le retour des réfugiés. Qui sont au Rwanda, en Ouganda, ainsi de suite. Voilà. Même en Tanzanie. Voilà. En Tanzanie aussi. Il y a Kigali qui nous renseigne qu'il y a 300 000 réfugiés. Parce qu'il n'y a pas tellement les réfugiés externes, il y a aussi les réfugiés internes. Et les réfugiés internes représentent aujourd'hui plus de 6 millions de déplacés au niveau interne qui doivent regagner leur milieu naturel d'origine. Donc, c'est 300 000 réfugiés externes qui doivent venir du Rwanda et traverser. Est-ce qu'ils sont réellement des Congolais? Est-ce qu'ils sont réellement des Congolais? C'est cela les questions. Bien évidemment, il faut des mécanismes d'identification. Mais quand on nous impose, parce que dans ces protocoles d'accord, ce n'est que le prélude. Non, on ne nous a pas imposé, on a signé. Voilà, non, le document a été travaillé par les médiateurs, l'équipe des médiateurs. Oui, mais nous avons signé en bonne... Bien évidemment, cher Dan, il s'agit des États-Unis, il s'agit d'une superpuissance qui vous appelle sur une table, qui vous présente un document. Mais c'est une imposition. Pour la paix. C'est une imposition. Même si on ne vous l'impose pas, mais il s'agit des États-Unis qui vous appellent à la Maison Blanche. Le secrétaire d'État américain est là. Vous avez vu ce qu'on a fait à Zelensky? D'accord? Zelensky était devenu comme un enfant. D'accord, Dan? Quand on vous dit que
vous devez négocier avec tous les groupes armés congolais qui sont dans le pays voisin. Et là, on ne dit pas, on n'exige pas au Rwanda de pouvoir négocier avec les FDLR. De ne pas pouvoir faire un mécanisme DDR pour la réinsertion des FDLR, dont il a toujours accusé et reconnu leur existence, Kinshasa les héberge. Mais pourquoi il n'y a pas un processus pour pouvoir les réinsérer dans la vie sociale rwandaise? Et aussi les ADF Nalu. Et les ADF Nalu qui doivent rentrer chez eux au Rwanda et en Ouganda. Ceux du Burundi aussi. D'accord, c'est du Burundi aussi. Pourquoi l'État congolais ne l'exige pas? Pourquoi l'État congolais ne le dit pas? Pourquoi l'État congolais n'exige pas que le Rwanda puisse ouvrir son espace politique à ses opposants, qui d'ailleurs tuent, traquent, même dans le pays externe? Non! Mais bien évidemment, il s'agit des problèmes internes. Mais dans ces documents-là aussi, on a parlé des problèmes internes de la RDC. Et le problème de l'FDLR, on devait aussi en parler. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les Rwandais a eu raison de pouvoir attaquer la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a les FDLR qui sont ici. Merci. Mais pourquoi on n'a pas dit que le Rwanda puisse ouvrir un processus pour la démobilisation et la rentrée pacifique de ces FDLR? L'article 217 ne sera pas retiré de la Constitution. Donc, aujourd'hui, même si on signait ces accords-là, s'il n'y a pas un mécanisme de réinsertion des FDLR et les retours des opposants rwandais dans leur pays, les Rwandais auront toujours raison de pouvoir nous attaquer à tout moment. Et ces accords-là, on doit faire très attention parce qu'il y a déjà les ébauches des accords qui ont été envoyés. Les deux parties ont déjà envoyé les ébauches qui sont en train d'être travaillés par les départements d'État, d'accord? Et on va faire le feedback pour qu'ils puissent apprécier. Mais quand on va apprécier ces accords-là, il faut être très attention parce que le processus que l'Angleterre avait arrêté de pouvoir ramener tous ces récalcitrants de la justice, tout ça, au Rwanda, aujourd'hui c'est le même processus que le Rwanda a déclenché avec le gouvernement américain. Tous les grands bandits redoutés aux États-Unis, les étrangers, tous les trafiquants vont être déversés au Rwanda. L'objectif, ce n'est pas les Rwandais. C'est la RDC. Ouais. Ils viendront travailler dans les mines, dans les histoires pour être encadrés par les patrons américains qui veulent prendre nos terres. Waouh. Bon, on va finir. On finit avec M. Mike Diana, Gardi Diana. Votre avis aussi, pour finir, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration des principes? On est perdant ou on est gagnant? Le problème avec le Congolais, on est soit fataliste, soit triomphaliste. On ne peut pas ici parler de perdant ou gagnant quand on nous ramène le règlement d'ordre intérieur, le jeu international. Ce règlement, cet accord de principe agit dans les deux sens. Il n'y a pas un accord de principe pour la RDC, un accord de principe pour le Rwanda. Ce qui est écrit là-bas sur les considérations générales d'intégrité, de respect, vaut également pour le Rwanda et pour la RDC. On est encore dans la déclaration des principes. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, chaque parti travaille sur un projet d'accord, un avant-projet, pour finalement qui sera harmonisé puis signé en des termes identiques. Écoute, Dan, moi j'ai entendu une question pertinente ici. La question c'est, est-ce que Kinshasa pourra faire aux États-Unis ce qu'on a fait au Rwanda? Et je suis d'accord. L'approche de la solidarité africaine qu'on évoque aujourd'hui avec l'intégration, le président Tshisekedi, c'était ça le premier pas, la décision la plus impopulaire qu'il ait prise avec les accords signés avec le Rwanda pour aller dans ce sens-là. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le seul prix demandé au Rwanda n'a pas été respecté. Quel prix? Le chef de l'État a signé ces protocoles d'accord avec seul engagement principal pour le Rwanda, c'est d'éradiquer complètement l'existence du mouvement M23. C'est ça l'objectif. Son objectif n'est pas ici de pouvoir vivre une sorte d'accalmie. J'ai toujours dit aux gens, vous savez, dans ces pays, avec toutes les expériences qu'on a, si on veut vivre la paix à Goma, une paix factice, au nom de concessions, c'est possible. Son leitmotiv, c'était de pouvoir faire taire les approches militaires. Si on va partager, s'il y aura question d'intégration en termes de richesse, qu'on le fasse ça forcément passer par les âmes des Congolais qui meurent tout le jour. C'est justement la paume des discordes. Donc là, nous sommes sur la bonne voie.
Non, je ne suis pas, je vous ai dit dès le départ, je ne serai ni triomphaliste, ni fataliste. Je reste sur le fait. Maintenant, la question c'est que, aujourd'hui, on parle des perspectives, notamment avec le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut en être gagnant? J'ai encore dit, je le répète, tout dépend de comment on négocie. Parce que l'avant-projet doit contenir les exigences de la RDC. Il y a l'incise important, et ça, selon les indications, quelqu'un qui est atteint en interne, est également une option choisie par la RDC de s'intéresser sur les questions de politique interne du Rwanda, parce que aujourd'hui, arriver dans l'accord, exiger le rapatriement de FDLR, c'est presque une mission impossible, parce que le FDLR n'accepteront pas d'arriver au Rwanda au risque d'être exécutés. Donc, pour que cette orientation soit faisable, il faudra que cette communauté internationale soit regardant autant qu'on l'est pour la RDC sur les questions de politique interne et sur la protection des minorités et la protection de la vie civile. Oui, mais il y a un aspect que votre co-débatteur d'en face a relevé, le fait que le chef de l'État avait signé avec son homologue rwandais un 13 protocoles d'accord où plusieurs engagements avaient été pris de part et d'autre pour justement travail des communs accords. Mais j'y allais. Je vous ai cité l'exigence de la RDC, c'est progressivement démanteler le mouvement rebelle M23 qui est à la solde, dont la responsabilité est du Rwanda. Est-ce que c'est du pareil au même, ce qu'on a vécu? Non, c'est pas du pareil au même, parce que je reviens maintenant sur l'argumentaire des bases que j'ai toujours servi à tout le monde. J'ai toujours dit aux gens, la solution de la RDC à l'heure actuelle ne trouvera jamais de solution au niveau de la sous-région. Parce que dans la sous-région, chaque État est partie prenante au conflit. Et qu'aujourd'hui, cette orientation, je pense, elle m'a semblé être plausible et correcte après la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC. Quand le représentant de la Russie, au-delà des faits des guerres, nous rappelle que le problème de la RDC est également une question de dette coloniale. À ces niveaux-là, non mais il a raison. C'est une question de dette coloniale. La RDC aujourd'hui, comme la plupart des États africains, on est dans des approches coloniales. Dans nos économies, quelle est l'interaction qu'il y a entre les États africains? On a fait un effort pour que nous tous nous regardions dans le même sens. C'est ça le premier élément de prédation et de maîtrise du continent. Et donc aujourd'hui, il fallait discuter avec un interface direct, quelqu'un qui a du répondant sur le jeu international. C'est alors que les États-Unis entrent en danse. À la base, ce que j'aime d'abord, c'est que l'idée d'aller dans ces protocoles d'accord n'est pas un agenda imposé à la RDC. La RDC est allée proposer un accord et le médiateur, c'est lui avec qui on devrait trouver un accord, propose un schéma. Les États-Unis de Trump n'est pas les États-Unis qui viendra par l'interventionnisme militaire. Martin Fayoulou, Sissanga... Permets-moi juste de finir, pas par ces incises-là. D'une cogestion de nos parcs, de nos ressources naturelles... Mais justement... Il ne s'agit pas de la congestion. Quand vous regardez là-bas, il ne s'agit pas de la congestion. Non, il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y a pas la congestion. Quand il parle de cogestion, c'est dans les 13 protocoles d'accord. On parle de la transparence. Quand il parle de cogestion, c'est dans les 13 protocoles d'accord signés avant. Aujourd'hui, la gestion du tourisme et de certains parcs de la RDC, gérée par le Rwanda. Vous voulez une preuve? La dernière campagne visite Rwanda avec le joueur du Paris Saint-Germain, ils ont visité les parcs de la RDC. Visite Rwanda, c'est visite, en réalité, c'est visite RDC. C'est visite RDC. Parce que le Rwanda n'a pas une faune de cette nature-là, une flore de cette nature-là. Parmi les 13 protocoles d'accord, j'ai appelé des décisions impopulaires pour aller dans l'idée de l'intégration régionale et de la solidarité africaine. Il avait déjà fait. Mais cette fois, on revient parce que l'autre n'a pas pris l'engagement, parce que moi, je comprends le Kagame. C'est comme on dit ici, on ne peut pas discuter avec un intermédiaire sans discuter avec les tenants. Aujourd'hui, que les États-Unis soient impliqués dans les discussions sur la question de la RDC, c'est aussi prendre en compte quelqu'un qui a une responsabilité historique sur le fait de la RDC. Donc, parler avec Nanga directement ne résoudra pas le problème. Non, forcément, il faut trouver une porte de sortie à Nanga. Ça, c'est inévitable. Comme? Mais ils ont servi une cause. Vous pensez que Kagame, aujourd'hui, à moins qu'on aille vraiment dans une forme de contrat juteux pour les autres, pour qu'ils arrivent au niveau des lâchers et d'abandonner comme ça ceux qui ont servi le travail de terrain, qui est la base du travail de ceux qu'ils sont en train de faire à Doha. Donc, on y arrivera. Washington, ce sont deux schémas que vous soutenez. Non, moi je soutiens parce que c'est comme je l'ai dit pour une première fois dans le jeu international, la RDC n'y va pas dans un agenda imposé. Il propose un deal, on trouve un schéma pour éviter l'interventionnisme militaire, attirer l'investissement américain. L'investissement américain est une garantie parce que dans le monde, papa, là où l'Américain investit, personne ne viendra tirer.
Mais ça, encore une fois de plus, je dis, tout dépend de la qualité de ceux qui défendent, parce que il ne faudra pas nous faire croire qu'on ne peut pas discuter avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont besoin de la RDC. Et ça, les gens qui vont discuter doivent l'intégrer, parce que j'aime l'illustrer par le chiffre. Aujourd'hui, j'ai lu un document du département d'État américain qui faisait un rapport stratégique disant que la Chine a pris le pas. C'est juste parce que la Chine n'est pas un État belliqueux. La Chine n'est pas dans les constellations de guerre. Je vais citer, je sais qu'on a déjà dépassé les temps. Le jour où la Chine décide de jouer les redresseurs de tort dans le monde, sur le plan militaire, en termes d'arsenal, les États-Unis ne tiendront plus. Non. Et donc, les États-Unis veulent reprendre cette posture-là, parce qu'avec le matière stratégique, ils vont rivaliser avec la Chine, qui est devenue le plus grand producteur et le plus grand marchand dans le secteur sécuritaire, en matière d'armes aujourd'hui. En même temps, nous avons un contrat avec la Chine. Et au-delà de ça, non, c'est pas le multilatéralisme, c'est pas un problème. La Chine n'explore qu'à moins de 40% des ressources de la RDC. Et au-delà de ça, on est sur un terrain où... Un champ de bataille pour des deux... Non, c'est pas un champ de bataille, tout dépend du management. Chacun aura ses gisements, chacun aura ses zones stratégiques pour explorer. Au-delà de ça, la Chine est aujourd'hui là où l'élément qui illustre bien l'intérêt des États-Unis. Dans la balance commerciale entre la RDC et la Chine, là où on évalue pour l'année 2024 seulement à 24 milliards, les États-Unis n'est qu'à 323 millions. Merci beaucoup, M. Mike Gardi Diana. Merci beaucoup, M. Thierry. Donc, on est dans une dynamique qui peut sauver la République, mais tout dépend de comment on négocie et qui on envoie pour parler au nom de la République. Il ne faut pas faire comme à l'époque, où même les médiateurs vont sursauter sur les termes que vous acceptez. Merci beaucoup. Soyons sérieux, soyons organisés. Certainement de la matière. La paix est plus importante que tout, mais la paix à quelles conditions? À quelles conditions? La question reste posée. Je voulais demander encore une minute, juste pour vous parler de ça. Oh là 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 là. La plupart des questions dont on parle, les questions de développement de la République. Aujourd'hui, il est important que la jeunesse lise et comprenne l'histoire. Ça, c'est de la com. Non, c'est pas de la com, c'est de la pédagogie. Un livre qui a pour thème réveil patriotique, la jeunesse au cœur du développement, ne peut pas venir ici dire que c'est question de com, parce que vous ne me voyez pas, moi, aller chercher l'argent de quelqu'un pour présenter un livre. J'ai lu un livre que je recommande aux autres. C'est lui qui l'a écrit, c'est un jeune comme nous. Il est acteur de l'éducation, directeur provincial de l'éducation au Katanga. C'est un jeune Katangais que je vois de loin, mais que je me permets de venir le présenter, parce que, pour une fois sous le prisme d'un jeune qui ne revient pas sur oh non, l'école, non, il n'y a pas le colon. On a une responsabilité personnelle sur l'éveil patriotique et sur les 17 orientations nécessaires pour que le Congo retrouve son chemin. Même à vous pouvez l'acheter et lire, vous verrez que on aura un angle de vue un peu plus large, surtout pour la jeunesse, sur la question de la RDC. Je pars déjà avec celui-ci. Malheureusement, ça c'est mon modèle que j'ai acheté, que je garde jalousement. Je peux vous indiquer où vous allez en acheter. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement finie. On se retrouve vendredi pour un autre numéro. Au revoir.